Les premières années, la transition, ça a été un petit peu le chaos parce qu'on apprenait tout, on montait notre équipe aussi. Parce que dans notre studio d'architecture d'intérieur, il y a des architectes d'intérieur, il y a Édouard, donc mon associé, il y a donc moi-même. Et donc on crée tout, on a créé tous nos process, on apprenait en fait le métier aussi, on apprenait à travailler avec les artisans. Donc ça a été un petit peu le chaos au début, mais ça a été aussi hyper intéressant parce que la courbe d'apprentissage, elle est extravagante, tellement il y a d'informations et de choses à apprendre. Mais ça s'est plutôt très bien passé. Bonjour Ophélie, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui pour mon nouveau podcast qui est dédié au métier du design et de l'architecture d'intérieur. L'objectif étant d'inviter des architectes d'intérieur comme toi, des designers, des artisans pour vraiment parler de vos métiers, de vos parcours, vos expériences et peut-être aider des personnes qui sont soit déjà dans le métier ou qui s'y intéressent. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc toi tu as lancé Space Factory avec ton mari Édouard. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus Merci de m'avoir invitée déjà. En effet, nous on a lancé avec Édouard, on a créé Space Factory en 2017. Qui est un studio de création multidisciplinaire. On fait en effet de l'architecture d'intérieur, du design, du graphisme. Et voilà, c'est à peu près tout. Ce qui est déjà beaucoup. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton parcours parce que tu n'es pas un pur produit sorti d'école, tu as un parcours hyper riche. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire pourquoi est-ce que tu t'es tournée vers ce métier d'architecte d'intérieur Oui, en effet. En fait, on a créé Space Factory en 2017. Et avant ça, Édouard comme moi étions dans la communication. On travaillait en agence. Moi, j'ai fait une formation qui s'appelle le CELSA, donc rien à voir avec l'architecture d'intérieur. Je faisais de la stratégie de communication et en fait, en 2015, j'ai acheté un appartement et je suis tombée dans le monde merveilleux des travaux. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant, c'est que le métier que je faisais en agence de communication, il existait en grande agence d'archi et de design, surtout en ERP, donc pour justement les établissements qui reçoivent du public. Parce que moi, mon métier, c'était d'être à l'écoute des marques, à l'écoute du monde aussi, de ce qui se passait dans la société et des gens, des clients qu'on visait pour créer des concepts créatifs et pour ensuite travailler donc, en communication autour de concepts créatifs. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier, je pouvais l'appliquer en archi. Et donc, quand on a fait cette rénovation de ce petit appartement qui était donc notre premier projet de 21 mètres carrés, on l'a fait autour d'un concept. On a travaillé un concept créatif et je me suis rendu compte que je pouvais faire ce métier ailleurs et pourquoi pas dans mon propre studio. D'accord. Et parce que du coup, quand tu parles du concept, donc vous avez trouvé un concept architectural, décoratif, que vous avez appliqué ensuite à ton appartement. Donc, c'était quoi ce concept Alors, le concept, c'était le petit loft comme un bateau. Okay. En fait, c'était vraiment un cube, cet appartement. C'était un petit loft dans le 18e arrondissement qui était dans une ancienne école. Et quand je l'ai trouvé, c'était vraiment un petit plateau brut avec 3,60 m de hauteur sous plafond, de 21 mètres carrés au sol en forme de L. Et je me suis dit, il faut penser l'espace dans le volume. Donc, il y a eu cette idée de petit loft pensé comme un bateau. Et en fait, avec ce concept, j'ai briefé l'architecte à l'époque d'intérieur avec qui j'ai travaillé, qui est venu avec des plans justement un peu d'empilement comme ça. Il y avait beaucoup de rangements cachés sous des banquettes, on avait une estrade sous la cuisine qui cachait aussi des rangements. Tout était vraiment très, très empilé comme dans un bateau, très optimisé comme dans un bateau. Et en fait, je me suis dit, j'ai travaillé ensuite les couleurs, pour le coup, ça, je l'ai fait de mon côté, les matériaux autour de ce concept. Et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où on travaille en concept, tout est cohérent. Du plan, comme on le faisait en com, du plan en passant par les matériaux jusqu'à l'exécution des détails, des rangements. Voilà, tout est cohérent et tout est beaucoup plus fluide et a du sens en fait. D'accord. Ah oui, donc du coup, ton métier en agence de com, finalement, il te sert complètement aujourd'hui
dans ton métier d'architecte d'intérieur, quoi. Oui, complètement. En fait, ce que j'ai appris, en fait, je pense que la com est une bonne école pour la reconversion parce qu'on apprend à la fois à travailler des concepts créatifs et à maîtriser la gymnastique un peu cérébrale qui permet d'arriver à des concepts qui ont du sens et qui nous servent en fait dans notre métier aujourd'hui. Donc on réfléchit vraiment à notre façon de vivre en fait dans notre société. On a toute une vision, nous, sur comme on est des architectes d'intérieur à Paris, on a une vision aussi sur l'espace, sur le fait que tous les mètres carrés ne se valent pas, qu'il y a une notion aussi de mètres carrés ressenti qu'on essaye de créer, qui a plus de sens que juste la valeur marché du mètre carré. En fait, on se dit que le plus important, c'est pas les mètres carrés, vraiment, c'est ce qu'on en fait. Et souvent, on dit aux clients d'un peu moins s'arrêter sur l'espace, mais de plus penser à la sensation d'espace et à leur ressenti quand ils visitent un lieu, plutôt que de se dire est-ce que j'ai X nombre de mètres carrés dans l'espace. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on y reviendra, mais vous avez une approche qui est très intéressante aussi de l'espace de vos projets et même la gestion de vos projets, donc on y reviendra. Et comment est-ce que s'est passée la transition de ton ancien métier, du coup, vers ton nouveau métier d'architecte d'intérieur pourquoi avoir lancé ton agence et comment est-ce que tu as géré ça? Premières années, la transition, ça a été un petit peu le chaos parce qu'on apprenait tout, on montait notre équipe aussi, parce que dans notre studio d'architecture d'intérieur, il y a des architectes d'intérieur, il y a Édouard, donc mon associé, il y a donc moi-même. Et donc, on crée tout. On a créé tous nos process. On apprenait en fait le métier aussi. On apprenait à travailler avec les artisans. Donc, ça a été un petit peu le chaos au début, mais ça a été aussi hyper intéressant parce que la courbe d'apprentissage, elle est extravagante tellement il y a d'informations et de choses à apprendre. Mais ça s'est plutôt très bien passé puisque rapidement, on a eu des clients. Il faut savoir aussi qu'on accompagne nos clients pour la recherche des lieux. Ok. Ouais. On fait les visites avec eux quand c'est possible, en tout cas quand ils nous contactent au bon moment. On les coach sur la définition du projet, justement, pour se dire que au-delà de fonctions et d'un nombre de mètres carrés, ce qu'on va aller chercher, c'est une idée, encore une fois. Donc on essaye de définir ensemble l'idée. Est-ce qu'on veut un cocon sous les toits? Est-ce qu'on veut un loft atypique? Est-ce qu'on veut une maison dans un appartement? Enfin, en fait, on a plein de manières de créer des visions avec nos clients qui nous permettent de les accompagner au-delà en fait, de juste l'aménagement, dans la recherche également. Et ça, c'est super intéressant. Donc, la transition, elle a été super et ça a été intense. Et on a fait plein d'erreurs, mais ça nous a appris plein de choses aussi, cette période. Et Édouard s'est lancé en même temps que toi, c'est-à-dire vous avez quitté vos jobs respectifs et vous avez créé le studio Oui. D'accord, ok. On a créé Space Factory ensemble, avec une organisation un peu atypique, puisqu'on fait des choses différentes. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment beaucoup plus dans la gestion client. J'ai une forme de casquette de directeur artistique aussi, puisque je détermine souvent le concept, justement comme je le faisais avant dans mon ancien métier. Et je fais beaucoup de suivi de projet, suivi de chantier avec mes clients. Donc ça, c'est mon côté. Édouard, c'est vraiment un designer, c'est-à-dire que sans lui, il n'y aurait pas les images, il n'y aurait pas le mobilier. On fait beaucoup de mobilier sur mesure. Il fait toute la partie 3D. Il détermine tout le design des projets, vraiment leur forme plastique et souvent leur forme pratique aussi. Il est très technique dans le détail, parce que je suis un peu moins de mon côté. Mais je suis plus technique sur les chantiers, par exemple. Donc, en fait, c'est un peu particulier et hybride, notre organisation. Mais ça nous va bien comme ça. Parce que du coup, vous faites, pour les meubles sur mesure, c'est lui qui les modélise, qui fait les plans de conception qu'ensuite vous transmettez au menuisier ou en fonction du fournisseur. Exactement. En fait, moi, je peux donner l'impulsion de départ, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai compris, senti du client, du projet et du concept. Donc, je peux, par exemple, le briefer avec une idée, un mood board. Et lui, il va venir avec la forme, parfois la fonction qui va être détournée. Et puis ensuite, il va faire tout le dessin à destination des artisans. D'accord.
OK. C'est vrai que du coup, vous avez une approche qui est, très conceptuelle et très dans la maïeutique, parce qu'en fait, vous accompagnez beaucoup, vos clients, pour qu'ils comprennent leurs besoins, ce qu'ils attendent. Là où c'est vrai que souvent, on demande aux clients de venir avec une inspiration, une image, voilà, quelque chose qu'ils aiment et ensuite en tant qu'architecte d'intérieur, on le duplique, on va dire, dans leur projet, enfin dans leur intérieur et vous accompagnez en fait le client pour trouver son inspiration finalement. Complètement. En fait, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, je dis toujours qu'il y a toujours un brief derrière le brief. C'est-à-dire qu'un client qui vient pour aménager un intérieur, c'est pas ça l'histoire. C'est rarement ça l'histoire en tout cas. L'histoire, c'est que ce projet, il s'inscrit dans un contexte de vie. Nous, on demande souvent à nos clients de nous raconter où ils ont grandi. Ça va ça va avoir un impact sur ce qu'ils pensent, enfin, les intérieurs dans lesquels ils se sentent bien. Donc, on leur pose ce genre de questions. Et puis, on essaye de comprendre dans quel contexte ce projet s'inscrit. Par exemple, on a eu un couple où moi, j'ai senti dès le premier entretien que le fait de vivre dans du moderne, ils n'étaient pas complètement confortables tous les deux. Donc leur projet, oui, c'était super. En fait, ils voulaient un extérieur à Paris, mais pour avoir un extérieur à Paris, ils ont dû faire un compromis sur leur choix d'appartement. Et du coup, ils se disaient, comment on fait dans cet appartement, donc qui était dans un immeuble qui a été créé en 2006, pour recréer de l'âme. Mais ils ne l'ont pas dit comme ça, évidemment. Mais comment, voilà, la problématique, le brief derrière le brief, c'était comment on recrée de l'âme sans, évidemment, mimer les codes de l'ancien, parce que ça ne s'intéresse pas de faire du faux, mais créer une âme dans un lieu qui leur appartient et qui leur ressemble. Et donc, on est venu voilà, avec plein de choses et surtout un concept qui résolvait ce problème. Et ça a permis de créer quelque chose de nouveau. Et donc, il y a le brief derrière le brief et il y a aussi la co-création. C'est-à-dire que nous, à toutes les étapes, on fait participer nos clients. D'accord. Depuis, donc, en fait, on vraiment co-crée tout. On leur présente, par exemple, plusieurs projets d'aménagement. Et souvent, on fait le projet final ensemble. Ils nous demandent voilà, de changer des choses. Et pareil, on leur demande quand ils nous débriefent sur un projet, pas de nous donner des solutions, parce que c'est pas leur rôle à eux de nous dire là, cette cloison, elle irait vraiment bien à cet endroit-là, mais de venir avec des problématiques. Donc, de nous dire, en fait, on leur demande de s'interroger sur ce qui leur pose problème dans le plan qu'on leur a proposé. Et donc, ça permet de résoudre les choses de manière beaucoup plus intéressante que s'ils nous disaient juste, on déplace cette cloison à cet endroit-là. Parce qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que finalement, quand ils voient les plans, ils se disent qu'ils ont besoin d'une grande salle de bain. Au contraire de ce qu'on s'était dit en point de départ. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant en termes de dynamique. Et nous, on apprend énormément de nos clients parce que comme on est en co-création à chaque étape, on a beaucoup de clients qui nous apportent des choses, qui nous disent, voilà, j'ai vu tel matériau lors d'un voyage, parce qu'on les fait parler sur leur voyage, sur leurs expériences de vie. Et du coup, on va aller chercher des matériaux qu'on n'aurait jamais, auxquels on ne serait pas intéressé sans eux, quoi. Et comment vous réussissez à faire ça? Parce que c'est vrai que parfois, il y a des clients qui ne savent tout simplement pas ce qu'ils veulent ou trouver les infos. Donc, vous avez des questions types dans votre process? Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, on leur demande de faire un petit travail en amont de notre premier entretien qui est de mettre de côté des choses qui leur parlent en leur disant ça n'a pas besoin d'avoir de sens. Ça peut être éparse. Enfin, c'est nous qui allons créer le sens dans tout ça. Donc ça, c'est un premier exercice qui aide aussi, qui les oblige un peu à s'interroger sur ce qu'ils aiment, en fait, ce qu'ils ressentent. Et après, on passe notre entretien de départ, il dure souvent 2 heures. Et en fait, au début, on parle surtout de fonction. On leur dit, voilà, c'est quoi la liste de courses? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'intérieur qu'on va créer? Et en fait, on passe très rapidement à une deuxième partie qui est beaucoup plus sensible, qui est de dire à quoi vous êtes sensible. Enfin, est-ce que vous avez une sensibilité particulière au son, aux odeurs? Parce qu'en fait, en fonction des essences de bois qu'on va mettre dans un endroit, on n'aura pas les mêmes odeurs, on n'aura pas la même acoustique en fonction des matériaux qu'on va mettre dans un endroit aussi. On leur demande aussi de parler de s'il y a des couples ou des familles, de parler de leur rythme. Est-ce qu'ils se dérangent aujourd'hui? On a des questions comme qu'est-ce que vous détestez dans votre appartement, votre lieu de vie actuel qui vous horripile au plus haut point? Et puis c'est toujours étonnant, il y a des choses qui vont être l'ouverture de la poubelle ou le fait justement de se déranger le matin quand ils vont dans la salle de bain.
Ça nous intéresse aussi les dynamiques de couple. Est-ce qu'il y a des choses où le lieu de vie fait que le couple a du mal ou la famille a du mal à fonctionner avec harmonie. Donc ça, on y réfléchit parce que c'est hyper important pour le plan. On pose des questions, c'est vraiment sur tout, sur les sensibilités, au contraire, on leur demande est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, même si vous ne savez pas pourquoi. Racontez-nous. Est-ce qu'il y a un hôtel dans lequel vous êtes allé, dans lequel vous vous êtes senti bien? C'était quoi cet hôtel? Comment il était? Il y avait quoi au sol? Il y avait quoi au mur? Comment était le lit? Donc on essaye vraiment d'aller chercher dans le sensible, en fait. D'accord. De chacun. Et vous avez déjà eu des clients qui, là, à l'inverse, venaient vraiment avec une idée en tête bien précise, en vous disant, bon, bah là, on veut ça, on sait ce qu'on veut. Est-ce que vous les avez pris ou pas parce que ça ne matchait pas forcément avec votre vision des choses? Comment vous gérez ça, les clients qui savent déjà ce qu'ils veulent? En général, on leur demande de déconstruire. En fait, on leur explique notre rôle en leur disant, nous, notre travail, ça va être d'avoir des idées, pas d'exécuter les vôtres. Et de le faire ensemble. On reste évidemment ouvert aux idées de nos clients parce qu'il y a souvent des très bonnes idées. Et on leur dit aussi, avant la présentation des plans, d'oublier le plan qu'ils avaient en tête. Donc on fait ça tout en leur faisant le plan qu'ils avaient en tête. On fait systématiquement le plan qu'on appelle bon élève, donc c'est le premier qu'on présente, qui est exactement ce qu'ils avaient en tête. Amélioré, évidemment, en fonction on fait quelque chose qui se tient bien. Et en fait, ça nous permet, lors de la présentation, d'évacuer cette idée. Parce qu'en fait, sinon, on se rend compte que les clients cherchent dans tous les plans qu'on présente, le plan qu'ils avaient en tête. Donc en fait, le fait de le présenter en premier, ça leur permet de le voir, de l'évacuer, et ensuite d'ouvrir leur chakra à des nouvelles propositions. D'accord. Et c'est très très rare qu'ils choisissent le premier. Ah oui, finalement, Ouais. ils sont ouverts aux propositions que vous faites. D'accord. C'est un peu comme la technique au niveau des budgets, proposer le plus cher pour ensuite finalement, comment dire, pour que par exemple le produit qu'on voulait soit accepté. Donc on présente quelque chose de plus cher ou de moins beau par exemple pour se dire bon parce qu'on avait en tête il va être accepté. C'est un petit peu cette méthode, j'ai l'impression, non? En fait, on travaille avec une matière qui est l'humain. Donc, oui, c'est fondamentalement humain de chercher ce qu'on a imaginé dans des propositions créatives. Et du coup, il faut le prendre en compte. On peut pas, peu importe la qualité du travail, je pense que on peut venir avec le meilleur projet du monde. Si on n'a pas pris en compte la personne qu'on a en face dans la présentation, on n'arrivera pas à le vendre. Et en fait, c'est aussi une partie de notre travail, c'est de vendre notre travail. Et ça, c'est difficile parce que je pense que dans des jobs créatifs, on n'apprend pas forcément la vente de la création. C'est souvent des métiers et des compétences qui sont parcelés, qui sont différenciés. Et du coup, je trouve que nous, par notre expérience passée, et puis même par le fait d'avoir quelques années derrière nous maintenant de présentation, on a vraiment tiré des leçons du fait de savoir vendre la création. Et il y a aussi il y a autre chose qu'on fait ou qu'on a en tête, en tout cas quand on fait une présentation, c'est le principe d'excitation. C'est-à-dire que quand on fait une présentation, ça va faire comme une vague. C'est-à-dire qu'on va monter en excitation comme ça, comme ça, comme ça. Les clients vont être extrêmement partants, vont avoir... ça provoque des émotions fortes et ça provoque de l'adhésion très forte. Et en fait, quand on arrive au pic de la présentation, il va commencer à y avoir des questions. Et donc, l'excitation redescend. Parce que d'un coup, ils disent « Ah, mais si, mais là, en fait, ça m'oblige à faire ça. » Mais voilà, ça pose des questions. On y répond. Donc, ça descend, mais pas trop. On y répond et l'excitation remonte. Ah, bon, c'est bon. Ils ont tout prévu. Ils ont des réponses ou alors on a des façons de modifier les choses pour que ça fonctionne. Et en fait, c'est ici qu'il faut arrêter la présentation. Parce que le risque, c'est qu'on redescend dans une courbe où on arrive à la fin et plus rien ne va. Parce qu'il est complètement possible de déconstruire complètement un travail en quelques heures si on y passe trop de temps. D'accord. Et donc, on arrête la présentation au bon moment. On leur dit, voilà, on vous laisse avec ça, vous y réfléchissez, on s'en reparle. Parce que sinon, on sait très bien que plus il va y avoir de vagues de questions, plus l'excitation va redescendre, plus le projet va être déconstruit et donc ne sera pas vendu.
Ah oui, c'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que, comme tu disais, de toute façon, c'est un métier qui est très humain. Et donc, il y a un aspect hyper sociologique aussi, comprendre comment les clients fonctionnent, comment ils réfléchissent, répondre à leurs objections aussi, parce que quand tu présentes un projet, il y a tout plein d'objections qui arrivent. Et donc, derrière, il faut être capable de réussir à les soulever sans frictionner, on va dire, le client, quoi. Il y a toute une approche psychologique derrière ça, quoi. Et puis c'est du sensible, on est face à des gens, c'est pas des robots, donc C'est ça. chaque personne est différente, on va créer son lieu de vie. Et ça, c'est aussi intéressant, ça fait partie de l'entretien. Moi, depuis 4 ans, je pense que systématiquement, j'ai des gens qui viennent me dire je veux une cuisine ouverte sur ma pièce de vie avec ma salle à manger et mon séjour. Et ce qui est un mode de vie qui correspond à la plupart des urbains, vu qu'on a des espaces contraints et qu'on reçoit. Et voilà. Mais en fait, moi, je réinterroge toujours ça en disant, est-ce que c'est vraiment votre façon de vivre? Est-ce que vous êtes sensible aux odeurs? Comment vous cuisinez? Est-ce que vous cuisinez à deux? Est-ce que vous cuisinez seul? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez pas du tout? Je réinterroge ça parce que on a tendance à, nous, comme des pâtes à modeler, à s'adapter aux lieux dans lesquels on vit et à s'adapter aux tendances auxquelles on est confronté. Donc on a l'impression qu'on ne peut vivre, qu'un appartement contemporain, ce n'est qu'un appartement où la cuisine est ouverte sur la pièce de vie. Et donc ça, moi, je le réinterroge toujours en disant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ou est-ce que c'est juste un héritage de l'ère du temps et donc il y a peut-être autre chose à faire? Est-ce qu'on fait une cuisine semi-ouverte? Est-ce qu'on referme carrément? Quand Charlotte Perriand aux Arcs a ouvert les cuisines, ça ne se faisait pas. Enfin, personne n'ouvrait sa cuisine à l'époque. Bon, bah voilà, on peut réinterroger dans l'autre sens les choses en se disant pourquoi on le fait. Est-ce que fonctionnellement ça a du sens? Oui, parce qu'on oublie souvent la fonction aussi et l'usage. La difficulté aussi de ce métier, c'est que l'art ne doit pas prendre le dessus sur la fonction, l'usage, ou au-delà de l'art, comme tu disais, l'environnement social ou extérieur également, qui est primordial. Okay. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais par exemple l'odeur du bois, les sensations que ça peut provoquer chez tes clients. Comment est-ce que tu as fait pour travailler ces compétences, que ce soit les compétences techniques, même connaître les différents types de matériaux, parce que c'est quand même des compétences qui sont vraiment pas faciles à avoir et qui sont très larges. Quand tu entres dans le milieu des chantiers de rénovation où tu as 1 milliard de textures, de matières, c'est pas toujours facile de te connaître. Donc comment tu as géré ça étant donné que tu es reconvertie? Je pense que j'avais une sensibilité. En fait, je pense que ce qui m'a plu dans le métier d'architecte d'intérieur, c'est justement ça. C'est de répondre à ma propre sensibilité sensorielle. Je pense que moi, je me sens très rapidement, mais comme beaucoup d'architectes d'intérieur, bien ou pas dans un lieu. Et en fait, j'ai appris, mais par mon métier d'avant, en fait, à décortiquer pourquoi. Parfois, c'est le son, parfois, c'est un courant d'air, ça peut être une odeur, ça peut être la façon dont on est placé. Par exemple, être dos. Là, je conçois un bureau en ce moment pour une cliente. Et elle me disait, est-ce qu'on ne peut pas retourner le bureau? Et je disais, c'est très désagréable d'être placé dos à une fenêtre et dos à une porte quand on travaille. On se sent vulnérable, alors que bon, elle est toute seule dans son bureau, mais je sais qu'on se sent vulnérable parce que c'est humain, parce qu'il y a un petit endroit dans notre cerveau qui nous a appris qu'il ne fallait pas faire ça. Pareil, je me suis rendu compte que je dormais mieux dans des espaces bas de plafond. Pas trop, en tout cas. Pour avoir dormi dans des lieux où on avait beaucoup de hauteur, beaucoup de volume, c'est pas très agréable parce que quelque part, encore une fois, dans notre cerveau, il y a un petit endroit qui nous dit qu'on n'est pas en sécurité dans ce genre d'espace. Et en fait, je suis très à l'écoute de tout ça à la base et j'ai appris à le décortiquer, à comprendre mes sensations et les sensations des autres. Enfin, j'adore écouter aussi les récits des autres. Par rapport justement à une sensibilité particulière. Et donc c'est une appétence que j'ai à la base et que j'ai appris à nourrir et à écouter. Et aussi, quand on a créé Space Factory avec Edouard, moi je me suis fait coacher parce que c'était beaucoup. Enfin, j'avais des compétences qui arrivaient, je changeais de vie.
et en fait, ça m'a permis d'avoir un lieu et un espace pour réfléchir à tout ça. Réfléchir justement à mes sensations, apprendre à me faire confiance. Je pense que c'est difficile aussi quand on se lance de se faire confiance et à me dire qu'en fait mes intuitions, c'est du rationnel qui n'est pas encore digéré. Et qu'en fait, il faut juste que je les écoute. Et souvent, c'est pour ça que j'ai eu une fois des clients pour qui je suis passée complètement à côté, mais vraiment complètement à côté avec mon concept, parce que c'était pendant le confinement et je ne les ai pas rencontrés en vrai. On a fait une visio. Et en fait, je me suis dit plus jamais. En fait, il faut que je voie les gens, il faut que je les sente, parce que c'est là où je comprends qui ils sont, je comprends qui j'ai en face de moi, je comprends à quoi potentiellement ils peuvent être sensibles, enfin la matière humaine, quoi, je la sens, voilà. Et en fait, après ça, je digère un peu tout ce que j'ai compris, senti pendant l'entretien, et je le rationalise en me disant voilà à qui j'ai affaire et quel genre de personne j'ai en face de moi et à quoi et quel espace qu'elle va correspondre, quel matériau va correspondre aux gens que j'ai en face. Ah oui, donc tu as une approche qui est vraiment très centrée sur le client, très humaine, sur le ressenti. Des notions de feng shui aussi, parce que quand tu disais le fait d'avoir une porte derrière soi, tout ça, c'est vrai qu'avoir du vide derrière nous, c'est ce qu'on apprend. On met rarement un canapé au milieu d'une pièce parce que c'est des ondes qui peuvent être hyper négatives, ou alors les angles... des angles aigus dans une pièce. Donc, en fait, tu as cette approche-là aussi, finalement, naturellement, quand tu travailles avec tes clients, quoi. Bah, je connais pas bien le feng shui, mais j'ai une cliente qui était sensible. C'est vraiment ça. C'est exactement ce que tu dis, en fait. Et qui me dit, c'était marrant parce qu'à chaque fois qu'on me proposait un truc, elle me disait « Ah oui, ça, c'est très feng shui !» Donc oui, peut-être, ouais, c'est peut-être complètement. Et c'est marrant parce que, du coup, en effet, on est centré sur les clients. Sur les lieux aussi, hein. On a vraiment... Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour les lieux. C'est-à-dire que il faut... Enfin, je trouve qu'il y a une forme de respect à avoir sur le fait de ne pas mentir dans le lieu dans lequel on se trouve. On ne va pas du tout gérer l'espace, les matériaux de la même manière si on est dans un immeuble dans le Marais qui va être en bois et en pierre que dans une construction neuve à Antony. Enfin, en fait, on ne va pas du tout penser les choses de la même manière. Pour autant, on peut créer de l'âme dans un immeuble en parpaing à Antony, enfin, sans aucun souci. Mais ce ne sera pas la même âme, on ne le fera pas de la même manière. Voilà, donc on est à l'écoute de ça et à la fois de l'humain. Et en fait, c'est arrivé qu'on me dise « Ah, c'est marrant, il y a des projets qui se ressemblent », alors que moi, je trouve que tous nos projets sont super différents parce que justement, ils viennent de gens différents et donc la matière de base est tellement plurielle que je trouve, en tout cas, de mon point de vue, que nos projets le sont aussi. Oui, que finalement, vous n'avez pas un style à proprement parler parce que vous êtes vraiment dans la co-conception en fait, avec le client. Donc, vous ne dupliquez pas vos goûts et vos styles. Bah, je crois pas. Ce qu'on peut retrouver chez des architectes, c'est vrai que c'est la difficulté aussi, par exemple, d'architectes qui sortent d'école, c'est qu'on nous apprend à avoir notre style des époques qu'on aime, sauf que des fois, on se retrouve face à des clients qui n'ont pas du tout les mêmes goûts, qui n'adhèrent pas du tout, et donc il y a une friction entre les deux, parce que l'archi, il a son style et son goût, et le client, il ne se retrouve pas dedans, et donc, c'est compliqué aussi à gérer. Et c'est pour ça que je crois que la question, c'est pas le style de l'archi. Enfin, en tout cas, pour moi, vous, ouais. La question, c'est quoi ce projet ? Qu'est-ce qu'on va apporter en tant qu'archi à l'intérieur ? Et comment nous, on va être catalyseur justement de toute la matière qu'on reçoit, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit du lieu, et créer quelque chose qui est cohérent et qui apporte... un peu de beauté et de joie dans ce monde, quoi. Et où est-ce que vous trouvez au studio l'inspiration ? Parce que vous avez forcément des images, des textures qui vous inspirent. Comment est-ce que vous travaillez ça ? Alors, il y a plusieurs... j'ai l'impression que c'est bon. Je pense que c'est tout, mais ouais, c'est pas une réponse. Les voyages, je trouve que ça a été un bon outil. On a beaucoup voyagé en ayant en tête la recherche d'inspiration. Donc, en faisant et on a fait notamment des carnets de couleurs
À une époque, en fait, on avait une app qui flashait des couleurs. On l'a Ok. plus fait là depuis longtemps, mais on l'a beaucoup fait. On flashait des couleurs dans des lieux qui étaient nos lieux de voyage, de vacances, voilà. Et on créait des carnets de couleurs avec voilà, la couleur de l'eau des canaux de Venise. Enfin, cette couleur, on l'a, c'est un vert qu'on utilise beaucoup. La couleur du rose de la Médina à Marrakech. Enfin, Ah il oui. y a plein de petites choses comme ça des couleurs qu'on utilise encore beaucoup, qu'on a flashées, qu'on a cherchées dans nos villes de voyage. Et on continue à le faire un petit peu, mais on l'a beaucoup fait avant. Et donc, on a une sorte de base de données comme ça qui est chouette sur les couleurs notamment. Je trouve que de rencontrer les fournisseurs, de rencontrer, d'aller en showroom, toucher en fait, toucher les matières, les voir, voir les bois, voir les carrelages, ça change tout. Ça inspire beaucoup. Parce que d'un coup, en fait, on se dit, enfin même d'aller chez un miroitier, de voir certains verres, d'un coup on se dit, ah, on pourrait s'en servir pour ça, on pourrait s'en servir pour ça. Enfin, et d'avoir dans un coin de sa tête des inspirations. Et moi, il y a quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est que je fais des captures. C'est une technique, hein, mais je fais des captures d'écran de choses qui me parlent, sans savoir pareil, pourquoi ça me parle et à quoi ça va me servir. Et j'ai un dossier dans mon téléphone qui me sert qu'à ça. Et en fait, j'y retourne. Quand j'ai besoin d'inspiration, j'y retourne et je scrolle et je trouve dans ma petite bibliothèque des espèces de points de départ comme ça. D'accord. Ok. Ouais, donc vous avez vraiment une base de données riche et vous piochez à chaque projet si besoin, quoi. Oui. Et comment est-ce que vous gérez du coup la partie financière, les budgets, le pricing, étant donné que c'est des relations avec plusieurs parties Alors, en fait, on fait deux choses. Quand on rencontre nos clients, on leur dit ce qu'on observe en termes de prix au mètre carré Ok. sur nos chantiers. On leur dit, voilà, en ce moment, ce qu'on observe sur une rénovation globale dans cette ville, c'est ce prix au mètre carré. On leur en parle parce qu'on veut s'assurer qu'ils ont un budget suffisant pour réaliser le projet à la fin qu'on va concevoir, qui est suffisamment sain, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Une fois qu'on s'est dit ça, on travaille, on conçoit le projet, et comme nous, on ne sait pas chiffrer en concevant, on conçoit jusqu'au bout, puis on fait chiffrer par plusieurs maîtres d'œuvre. On fait toujours des appels d'offres, parce qu'on est obligé de le faire en tant qu'AMO. Et ensuite, les devis sont présentés aux clients. Si on est dans le budget, super. Si on le dépasse, en général, on ne le dépasse pas énormément, on trouve des solutions ensemble avec les clients pour rentrer dans... Les clients et le maître d'œuvre, en fait, on fait ce travail ensemble pour rentrer dans le budget. Donc parfois, ça peut être renoncer aux petits trucs qu'on a ajoutés et on s'était dit ensemble, bah, ce sera une option. Ça peut être changer un matériau. Ça peut être se sourcer les matériaux ailleurs et trouver des prix plus intéressants pour baisser le budget. Ça peut être remplacer du sur-mesure par du mobilier du commerce. En fait, on a plein de façons de le faire. On a même des clients qui nous disent, bah, nous, on veut rien changer au projet et on fera dans un second temps ce truc-là. Voilà, quand on a des grosses pièces de menuiserie, c'est possible de les faire dans un second temps et de gérer sa trésorerie comme ça. En fait, on s'adapte. Et comment est-ce que vous gérez du coup les surprises sur le chantier? Parce que vous avez le maître d'œuvre qui fait toute la partie exécution. Et si jamais, je sais pas, vous pétez une cloison ou alors des travaux dans un mur et vous vous rendez compte que derrière il y a des tuyaux. Enfin, comment est-ce que ça se passe du coup? Vous prévoyez quand même une sécurité sur le budget? Oui, on prévoit une réserve. Ok. Il y a toujours une réserve pour les petites surprises. Ok. Et ça, avec l'habitude, vous savez combien réserver? Oui. D'accord. C'est un pourcentage du total. D'accord. Et donc ça, c'est vous qui gérez ça en fait Bah, ça, c'est nous qui si tu veux, dans notre descriptif de travaux, quand on fait l'appel d'offres, c'est écrit. On demande au maître d'œuvre de prévoir une réserve, qui s'appelle vraiment réserve sur le devis, et qui est rendue au client si jamais elle n'est pas utilisée. D'accord. Et justement, à la fin du chantier, au moment de la livraison, pour ce qui concerne tout ce qui est levée des réserves, c'est vous qui gérez ou c'est le maître d'œuvre? On le fait ensemble. D'accord. En fait, on est avec les clients, le maître d'œuvre et nous, et on fait une liste de toutes les réserves dans la réunion d'avant, et on les lève au fur et à mesure. D'accord. Ok. Et donc, du coup, quand vous faites la partie conception,
Les aspects techniques, finalement, c'est pas nécessaire d'entrer dans le détail. Donc, quand vous faites les plans, les métrés, savoir où placer l'électricité, etc. Comment est-ce que vous gérez ça? On fait tous les plans, on fait les plans électriques, enfin, on Vous fait faites quand toujours même les plans techniques? bien sûr, oui, Ok. oui. On fait les plans techniques, on fait tous nos dessins. En fait, avec l'expérience, on est très précis. Mm. Et voilà, après, on soumet toujours tous nos dessins au maître d'œuvre et on les modifie en fonction de ses retours, de ce D'accord. qui est possible et pas possible de faire. Et de voir voilà, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quelles sont les solutions possibles, et on s'adapte. Ok. Et est-ce que fonctionner de cette façon, donc avoir des maîtres d'œuvre, ça vous permet peut-être d'avoir plus de projets? Parce que c'est vrai que la grosse difficulté aussi, c'est le suivi de chantier, toutes les bricoles qu'on peut avoir qui vont avec, justement, les spécificités techniques, s'il faut repasser derrière, modifier des choses. Du coup, ça vous permet de gagner du temps, d'avoir un maître d'œuvre Je pense, Ouais. oui, parce qu'il fait quand même une énorme partie du travail qui est la coordination, la gestion de chantier, donc les commandes, les livraisons, il s'en occupe également. Donc oui, oui, je pense que c'est une énorme partie du travail qui est gérée. J'ai pas de point de comparaison puisque j'ai jamais fait autrement, Ouais. mais en tout cas, je pense que oui, ça nous permet d'avoir plus de projets, en effet. Ok. Et donc, du coup, vous, votre rôle dans le suivi de chantier, c'est pour la partie design, les meubles sur mesure. Enfin, voilà, donc si le maître d'œuvre te dit, bon, bah, c'est ce que tu disais par rapport au coffrage, si là, il y a un problème, il faut modifier les plans et là, vous retravaillez derrière. C'est comme ça que vous suivez le chantier, en fait. Oui, on retravaille tous nos dessins. En fait, après chaque réunion de chantier, on fait le point, on fait un compte rendu également. Et on retravaille nos dessins en fonction de ce qui nous est dit sur le chantier, des problèmes qui se sont posés. Parce qu'entre voilà, ce qu'on a conçu et la réalité, il y a de temps en temps des écarts. Et du coup, on retravaille tout ça, en effet. D'accord. Et comment est-ce que tu gères le stress des chantiers d'exécution? Parce que souvent, c'est l'une des parties les plus difficiles de notre métier. Voilà, comment est-ce que tu gères ça? Je pense que j'ai des bons partenaires. Les maîtres d'œuvre avec qui on travaille, on a fait des dizaines de chantiers ensemble, on est extrêmement à l'aise, on a l'habitude de travailler ensemble. Nous, on a vraiment le souhait d'avoir des réunions de chantier harmonieuses où ça se passe bien. Et donc, on adresse aussi ça, on adresse les tensions quand il y en a entre... Souvent, c'est plutôt entre le client et le maître d'œuvre. Et nous, on est là pour gérer justement la communication quand ça peut arriver. Mais c'est des légères tensions et on arrive toujours à les amorcer. En fait, souvent, les problèmes, quand il y en a, c'est des problèmes de communication. Et donc, notre rôle, c'est aussi ça, c'est d'être le lien entre le maître d'œuvre, le client. Et nous, on est là pour gérer ça. À partir du moment où tout le monde communique bien, où il n'y a pas de frustration, en fait, ça se passe plutôt très bien, c'est fluide. Et les réunions de chantier, c'est plutôt un bon moment entre tout le monde. Et surtout, nous, on considère que c'est une chose de designer et c'est une partie importante, mais la partie la plus importante, c'est les travaux à la fin. Ouais. Et les gens les plus... Enfin, nous, on a énormément de respect pour nos partenaires et on leur reconnaît de faire un travail non seulement difficile, mais aussi extrêmement exigeant. Et donc, on est là aussi pour éduquer les clients là-dessus, pour leur dire, attention... ce qu'on leur demande, c'est pas facile. Donc, on explique aussi bien que quand ça n'a pas l'air d'avancer, parce qu'il y a des phases, entre quand on en est à la démolition et qu'on monte des cloisons, ça va super vite, c'est hyper impressionnant. Forcément, des réseaux électriques et de la plomberie, ça se voit beaucoup moins. Ou des enduits, des peintures, ça se voit moins, mais en fait, c'est hyper important. Donc, on est là aussi pour éduquer les clients et leur dire, bah voilà, vous avez l'impression que ça n'a pas avancé, mais en fait, il y a ça qui a été fait. On est vraiment là pour traduire aussi et de façon pédagogique les étapes d'un chantier et ce qui va se passer ensuite et rassurer et expliquer toujours. C'est aussi notre rôle.
Oui, parce que c'est vrai, pour les personnes qui ne sont pas dans le métier, il y a vraiment une méconnaissance de ce qu'impliquent des projets de rénovation, du temps que ça peut prendre, des clients qui viennent nous voir en nous disant, bon, bah, je veux refaire tout mon appart et dans 2 mois, je vais emménager. Et en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas conscience du temps que ça prend. Donc, en fait, vous êtes vraiment partenaire avec eux dans leur rénovation, en Oui, fait. et nous, on ne prend pas les projets impossibles aussi. Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le temps de chantier, par exemple, le budget, donc je t'ai expliqué comment on faisait, mais le temps de chantier, c'est pareil. On dit tant qu'on n'a pas trouvé le maître d'œuvre, tant qu'on n'a pas fait l'appel d'offres, en fait, on ne sait pas combien de temps va durer le chantier. On ne s'avance pas, puisque ce n'est pas nous qui faisons. Et donc, c'est le maître d'œuvre qui nous dit, bah voilà, c'est un chantier qui va durer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pareil, on est toujours avec une réserve de temps au cas où. Et c'est à ce moment-là où on peut dire au client, le temps de chantier va être ce temps-là. D'accord. Ah Et oui, on donc fait sur beaucoup le d'éducation. planning, vous travaillez beaucoup, encore une fois, avec le maître d'œuvre à ce niveau-là. D'accord, ok. Parce que d'un projet A à un projet B, ça peut varier énormément. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions et de facteurs qui font changer et varier un temps de chantier. Et donc, on fait aussi beaucoup d'éducation auprès des clients là-dessus, sur le fait que le temps de chantier, c'est pas pas du temps à se tourner les pouces pour les ouvriers. C'est un temps nécessaire, en fait. Et on ne peut pas le comprimer, parfois un petit peu, juste en choisissant des équipes différentes, en s'organisant différemment. Mais il y a un temps nécessaire, il y a des temps de séchage, il y a des temps il y a des étapes. Et ça, c'est un énorme travail. Donc, on fait beaucoup d'éducation là-dessus aussi. D'accord. Et comment est-ce que vous trouvez vos maîtres d'œuvre, du coup Est-ce que c'est un partenaire qui est clé dans vos projets S'il est mauvais, le chantier va mal se passer. Donc, comment est-ce que vous les trouvez? Ça a été beaucoup de rencontres, parfois des clients. C'est arrivé que des clients nous disent, voilà, je connais quelqu'un qui a une entreprise, qui a une casquette de maître d'œuvre, est-ce que je peux vous le présenter? Donc, on est toujours ouvert à rencontrer des nouveaux partenaires. Ça a été beaucoup ça. Et puis des rencontres, on rencontre des gens, on va sur leur chantier, on échange, et puis ensuite, on commence à travailler ensemble. Et on est plutôt très fidèles, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait un chantier et que ça se passe bien, on continue ensemble sur d'autres. Oui, les futurs appels d'offres, vous leur soumettez en général. Exactement. Et donc justement, vos maîtres d'œuvre, parfois c'est des personnes dans des TCE, quand ils sont vraiment issus du milieu du travaux, TCE, ou alors c'est des artisans qui vont prendre la maîtrise d'œuvre du chantier Non, c'est majoritairement des entreprises tout corps d'État où il y a un gérant qui a pris cette casquette avec le temps, en fait, qui s'est organisé avec des équipes, des chefs de chantier, qui avec le temps est devenu maître d'œuvre. J'ai l'impression, après il faudrait les interroger, mais que c'est plutôt comme ça que ça s'est passé pour la plupart. Oui, puis l'avantage des TCE, c'est qu'ils connaissent bien leur équipe, donc ils savent comment ils fonctionnent et ils ont la vision globale, quoi. Oui, et nous on fait très peu de coordination, on n'est pas censé faire de coordination, mais on fait quelque chose, c'est qu'on s'occupe de tout ce qui est tapisserie, rideaux, vraiment des enjeux de déco. On va faire venir un tapissier, on peut faire venir un ébéniste quand il y a besoin. On fait un tout petit peu, sur la fin du chantier, ce genre de choses. Et la dernière fois, j'ai un entrepreneur tout corps d'État justement qui m'a dit, je vous ai chiffré la banquette parce que moi mes ouvriers ils savent coudre, ils savent faire de la tapisserie, ils savent faire tout ça. Je trouvais ça incroyable, quoi, d'avoir aussi bien des compétences de carreleur que de tapissier dans une équipe extrêmement polyvalente. Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend dans les entreprises tout corps d'État, c'est un plombier, il va pas faire le métier d'un électricien, et un électricien, il va pas carreler. C'est vrai que c'est quand même des compétences qui sont assez spécifiques. Et donc, parfois, ce qu'on peut se dire, c'est s'il maîtrise la plomberie, peut-être que le carrelage va être moins bien fait ou l'électricité. Et non, finalement, toi, avec les entreprises tout corps d'État, tu le ressens pas du tout. Les finitions sont très bien. Non, et j'ai l'impression qu'il y a des spécialités, c'est-à-dire qu'il y a des personnes plus ou moins polyvalentes dans les équipes, mais il y en a qui sont... typiquement, les électriciens, en général, ils ne sont qu'électriciens. Ouais. Les plombiers, souvent aussi. Ça dépend aussi de ce qui est demandé dans le projet et de la difficulté de chaque tâche. Mais en général, nous, on travaille en tout cas avec des maîtres d'œuvre qui ont des équipes spécialisées aussi.
Ouais. qui font pas tout. Ils font pas tout. Qui font pas tout. Il y a une forme de polyvalence, mais pas sur tous les profils et pas sur tous les métiers. Okay. Parce que ce qui est important, parce que sur un chantier, ça peut se voir vite quand un corps de métier a fait quelque chose qui sort de ses compétences. Ça peut se voir, quoi. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui sont déjà dans le métier ou alors qui souhaitent se lancer voilà, qu'est-ce que tu conseillerais? À quel niveau? Sur le fait de lancer son agence ou même le suivi de chantier, parce que c'est vrai que le suivi de chantier, c'est quand même la bête noire de beaucoup d'architectes d'intérieur parce que on nous demande de tout gérer et sans avoir les compétences. Un archi d'intérieur, pour moi, c'est pas un plombier et demander à un archi d'intérieur de gérer la plomberie, c'est difficile. Donc toi, ton approche est hyper intéressante à ce niveau-là. Donc voilà, sur le suivi de chantier, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple? Globalement, mon gros conseil, c'est faites seulement ce avec quoi vous êtes à l'aise. Faites là où vous avez des compétences et des forces aussi. Mais je parle aussi en conception, parce qu'on n'est pas égaux là-dessus. En fait, il y a tellement un métier vaste qu'on peut faire de façon très différente que pour moi, c'est complètement OK, les archis qui font que de la conception. C'est complètement OK, les archis qui font que du suivi de chantier. C'est complètement OK voilà, de faire qu'une seule partie du métier si on est à l'aise de le faire comme ça. Il y a plein de façons de compléter en fait ses manques entre guillemets. Moi, je considère que en effet sur les chantiers, les maîtres d'œuvre ils sont plus compétents que moi et donc en fait j'ai un désir de finition qui est extrêmement exigeant. Donc en fait, je mets des personnes plus compétentes que moi aux endroits où je le suis moins. De la même manière dans notre organisation d'équipe. Mon associé Edouard est extrêmement compétent en design, mais 10 fois plus, 100 fois plus que je ne le serais. Et donc jamais j'irai à cet endroit-là. Et je vais aller chercher des talents aux endroits où justement je n'en ai pas. Et à l'inverse, moi, je me suis mise sur l'endroit où j'étais à l'aise. En gestion de chantier, en gestion client, en gestion de projet, sur le travail des matières, sur le sourcing des matières. Ça, je sais faire et je le fais très bien, mais parce que je suis à l'aise, parce que je suis dans la bonne zone. Donc mon conseil, c'est vraiment ça, c'est de créer un métier à son image et à sa hauteur. Et ce qui est finalement très rassurant parce que vous, le studio marche très bien comme ça. Tu me disais tout à l'heure, vous arrivez à avoir 10 chantiers en simultané, ce qui est quand même beaucoup. Donc finalement, le fait de ne pas forcément tout faire, ça marche et ça permet quand même d'avoir des clients parce que c'est vrai qu'encore une fois, quand on est en école, souvent ce qu'on nous dit, c'est ça, c'est de tout gérer. Et de se dire, si moi je gère pas tout, mon concurrent à côté va tout gérer, donc le client va y aller. Et en fait, finalement, non. Il y a des gens qui gèrent très bien tout, et c'est tout à leur honneur, et en fait, tant mieux. Et je pense qu'il y a une forme de continuité aussi là-dedans qui est peut-être plus facile quand on est la seule personne à avoir les rênes de chaque, enfin, du début à la fin de tout. Mais moi, en tout cas, d'expérience, je sais que c'est pas obligatoire et que le plus important, ce qui compte, c'est le résultat. En fait, nous, nos clients, souvent, ils arrivent parce qu'ils sont passés par un appartement qu'on a refait, par une maison qu'on a revue. Ils sont allés chez des amis et ils se disent « Ah, c'est chouette ce qui a été fait ». Donc, à partir du moment où on a prouvé que notre organisation permet un résultat pareil, c'est peu remis en question finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis votre approche est vraiment intéressante parce que c'est très procédurier et ça marche bien. Donc, non, franchement, c'est hyper inspirant. Ouais, tant mieux. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à recommander pour ce podcast, pour un prochain épisode? Je pense que la fondatrice de Plume, je t'en parlais tout à l'heure, je me disais que ça pouvait être une personne intéressante justement d'aller voir du côté des gens qui pensent l'architecture d'intérieur, mais de côté, puisqu'ils proposent, c'est des fournisseurs finalement pour nous, et qui proposent des choses qui vont venir nous nourrir et qui vont venir
créer des idées justement par les produits, même l'approche qui est complètement nouvelle qu'ils ont créée. Oui, qui sont de vrais partenaires pour nos métiers, pour le coup. Complètement. Ils sont indispensables, quoi. Très bien. Je note. Merci en tout cas pour ton temps. Et si jamais les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, vous retrouver, où est-ce qu'on peut voir tout ça? Alors, on a un site web qui s'appelle spacefactory.fr et sinon, on est sur Instagram sur Space Factory Paris. Super. Merci encore. Et puis, merci à toi. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.